2050, zéro CO2, je fais le calcul, mais ça veut dire quoi? Il faut qu'on double le parc nucléaire. Comme malheureux, on parle pas de nucléaire ici. C'est interdit. On ne prononce pas le mot de nucléaire, me dit Madame von der Leyen. La semaine d'après, je dis, bon, écoutez, j'ai refait mes calculs, et je pense qu'il faut qu'on double notre capacité de production d'énergie de transition décarbonée. Ah oui, alors ça, d'accord. 70 ans pour bâtir la confiance, 12 mois pour la détruire. Il y a quelqu'un qui a dit à la Maison-Blanche, maintenant la confiance, je déchire. L'article 5 de l'OTAN. Bon, ça, écoutez, on verra. Ah, en Europe, on régule, aux États-Unis, on innove. Ça va, c'est bon. Parce qu'en Europe, on roule à droite. Oui, on a des règles. On ouvre pour tout le monde, mais il faut que nos règles soient respectées. Nous, on est meilleurs en ingénierie et en recherche en matière de semi-conducteurs, les meilleurs du monde. L'avenir va appartenir à ceux qui ont du leadership. Donc, nous, on est les derniers des Mohicans à respecter, encore une fois, les règles de commerce international. Bon, bah, je vais clore une journée légère, ensoleillée. Je me disais en écoutant mon ami M. Juillet, heureusement qu'on a le rez-de-chaussée là, parce que sans ça, il faudrait peut-être qu'on aurait voulu ouvrir la fenêtre. Enfin non, on n'est pas en Russie. Bon, en tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous pour clôturer cette journée. Alors, on est au milieu d'une tempête, c'est clair. On est dans un bateau, c'est clair. Ça s'appelle l'Europe, c'est clair. C'est pas l'idéal, Alain. Il pourrait être mieux, sauf que c'est notre bateau. Donc il faut tenir la barre. Donc il faut du leadership. Et ce sera vraiment le premier mot que je veux vous donner et que vous partiez, si vous en êtes d'accord, de cette journée. On est rentré dans une période où ce qui va compter plus que tout, c'est le leadership. Alors ça tombe bien, beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs, vous travaillez dans des secteurs où il faut avoir du leadership. C'est vrai évidemment dans les entreprises, plus que jamais, et on va y revenir, notamment en ce qui concerne un point que je voudrais aussi discuter avec vous, mais c'est vrai aussi évidemment pour l'ensemble des acteurs politiques, en particulier européens, mais pas que. Alors d'abord, avant de commencer, puisqu'en fond c'est la clôture de la journée, je pense qu'on peut dire, à peu près, on peut être d'accord pour dire que depuis le 20 janvier 2025, on est rentré dans un nouveau monde. Le 20 janvier 2025, date d'intronisation de Donald Trump pour son second mandat, 47e président des États-Unis. Et j'aimerais bien peut-être qu'on s'arrête une seconde pour qu'on fasse l'effort collectif de se dire, si jamais, et il y aura des historiens qui vont se pencher sur cette période, parce que Dieu sait qu'elle est mère de bouleversements absolument gigantesques. On les vit tous les jours, et tous les jours, il y en a de nouveaux. Mais s'il y a un mot qui caractérise cette période, j'aimerais que vous me le disiez. C'est quoi le mot? Quel est le mot que les historiens vont retenir de cette période, depuis le 20 janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, 11 mars 2026? C'est quoi le mot? Chaos, oui, ça c'est une conséquence du mot que je voudrais vous... Changement, c'est aussi une conséquence. Déstabilisation, oui, on n'est pas trop loin, mais on a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a perdu? La confiance. Qu'est-ce qu'il a dit? Bravo, on peut l'applaudir, il est là, il peut se lever. Voilà, c'est la confiance. Notre monde, depuis la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour nous, chefs d'entreprise ou acteurs économiques, il a été bâti progressivement sur la confiance. C'est compliqué, la confiance. Ça se travaille tous les jours. C'est difficile. C'est comme une pelouse, il faut le tourner en permanence. Et la confiance, c'est ce qui nous a permis, d'abord de nous rebâtir, de nous reconstruire. Alors bien sûr, on peut moquer l'Europe. Bien sûr, on peut se moquer de nous. Mais d'où on vient, nous? On vient d'un continent qui a eu 20 millions de morts. On sait ce que c'est que des pays qui, parce qu'il n'y a pas de règles d'état de droit, s'entre-déchirent et se tuent et font en sorte que c'est la loi du plus fort qui l'emporte sur les autres. On sait ce que c'est. On a payé, nous, notre continent. Et c'est la raison pour laquelle on a inventé, c'est pas parfait, mais on a inventé précisément des règles pour vivre ensemble, tout en préservant notre souveraineté, très important. Notre souveraineté, elle est quoi? Notre souveraineté, c'est la souveraineté en matière de défense. Ça se partage pas. C'est dans la main des États membres. Notre souveraineté en matière de politique étrangère, ça se partage pas. C'est dans la main des États membres. Alors après, on peut se dire, ah ben oui, mais au Nord, ils sont comme ça. Oui, c'est ce qu'on est. C'est notre histoire. On est 450 millions, on a des histoires différentes, mais on vit sur un même continent. Et on a tous dit, les 27, plus jamais ça. Et ça s'appelle le projet européen. Alors il n'est pas parfait,
mais il est unique. Et en gouvernance, il est exceptionnel. Moi, j'ai enseigné la gouvernance aux États-Unis. J'ai enseigné, je l'ai appliqué, j'étais chef d'entreprise de plusieurs entreprises du CAC 40. C'est ma vie, la gouvernance. C'est une gouvernance subtile, complexe, mais qui préserve précisément et nos différences, et notre histoire, et ce que nous sommes. Et c'est basé sur quoi? C'est basé sur la confiance contractualisée entre nous, confiance aussi pour les entreprises, confiance des règles de droit international, notamment des règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, des règles aussi que nous nous sommes fixées pour avoir une meilleure protection. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, tout est basé sur la confiance. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné peu ou prou, mais ça a fonctionné. Et puis patatras, 20 janvier 2025, il y a quelqu'un qui a dit à la Maison-Blanche, maintenant la confiance, je déchire. L'article 5 de l'OTAN, on verra. Hein. Si jamais vous ne faites pas ce que je veux, l'article 5, vous pouvez vous asseoir. Ah bon? Disent 26 États membres sur 27. Mais nous, on pensait que vous seriez là et vous nous protégeriez contre tout le monde, y compris contre ceux qui ont des armes nucléaires. Et nous, du coup, on a décidé de ne pas investir. Alors c'est bien, on a investi ailleurs, nous disent nos amis allemands. On a investi ailleurs, nous disent nos amis néerlandais. On a investi ailleurs, nous disent nos amis danois. Mais on pensait qu'on était dans un monde où il y avait un parapluie qui nous protégeait. Tous, sauf un. Parce que nous, on a investi partout. Par parenthèse, l'arme nucléaire que nous avons développée depuis 1960, évidemment sous l'égide du général de Gaulle, j'ai fait le calcul. Ça nous a coûté 450 milliards, en gros, 450 milliards d'euros. En euros de courant. Ben, ces 450 milliards d'euros, c'est 450 milliards d'euros qu'on a mis pour nous protéger, dont maintenant certains commencent à dire, ils sont 8 en tout cas à l'avoir dit depuis le discours d'il y a une semaine à l'île Longue, peut-être que, comme on n'est plus totalement sûr de l'oncle Sam, on pourrait peut-être en profiter un peu. Ah oui? Ben oui. Pourquoi pas, bien sûr. On va pas faire payer. Mais nous, on a payé 450 milliards. Alors, c'est pas le ministre des Finances ancien que je suis qui a bâti, je dirais, mon travail, ma réputation sur le désendettement du pays, qui va vous dire que c'est une excuse. Parce que malgré les 450 milliards, juste un petit peu... vaut mieux faire sa pub soi-même, hein, parce que ça, c'est pas les autres qui vont la faire. Hein. T'es bien au courant. Hein. Donc, quand je quitte Bercy, la France est à 63% d'endettement par rapport au PIB. L'Allemagne, 67%. Depuis, on a eu les mêmes crises des deux côtés du Rhin. Les subprimes, la pandémie, la guerre en Ukraine. Bah oui, ils sont à 60% et nous, on est à 120%. Il s'est passé quelque chose. Hein. Et donc, il faut peut-être qu'on en parle. Mais j'y reviendrai dans un instant parce que c'est l'un des éléments absolument fondamentaux pour retrouver notre leadership et la façon d'aller de l'avant. Donc, si on dit tout ça, ben, au fond, ça veut dire que désormais, la confiance, elle n'est plus là et qu'il faut qu'on remplace ce manque de confiance, d'abord qu'on l'intègre, qu'on en soit intimement convaincu. Et ça ne reviendra pas. Hein, parce que 70 ans pour bâtir la confiance, 12 mois pour la détruire. Après, pour remonter, bon courage. Par parenthèse, c'est vrai aussi dans ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe. Hein. Je ferme la parenthèse. La confiance, c'est ce qui est de plus compliqué, ce qui prend de plus de temps, mais aussi de plus fragile. Et quand il n'y a plus de confiance, bah alors qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ce que vous venez de discuter ensemble là, pendant l'heure qui vient de s'écouler. Bah, c'est le rapport du plus fort. Quand il n'y a plus de confiance, et qu'il n'y a plus donc de règles bâties sur la confiance, eh ben on rentre dans un monde de rapport de force. Donc il ne faut pas, encore une fois, s'en plaindre. Il ne faut pas le découvrir. Il ne faut pas être naïf. Tu faisais référence à l'instant à Madame von der Leyen, que je connais bien, et qui, d'un seul coup, a fait un mea culpa invraisemblable pour dire que, finalement, on s'est peut-être trompé sur le nucléaire. Alors moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'arrive à Bruxelles, en 2019, ils étaient tous partis dans le Green Deal. Bon, moi, je fais mes calculs. Je suis un ingénieur. Alors, je fais mes calculs. 2050, zéro CO2. Donc, je fais le calcul, mais ça veut dire quoi? Je dis, il faut qu'on double le parc nucléaire européen. On n'y arrivera pas sans ça. Donc, je commence, pardon de cette expression un peu triviale, la gueule enfarinée. On a des réunions de collège tous les mercredis. Je dis, bon, bah, écoutez, j'ai fait mes calculs. Il faut doubler le parc nucléaire. Comme malheureux, on ne parle pas de nucléaire ici. C'est interdit. Ah bon? Non, non, non. On ne prononce pas le mot de nucléaire, me dit Madame von der Leyen. Ah bon? Non, 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 ça c'est banni. Le mot est banni.
La semaine d'après, je dis, bon, écoutez, j'ai refait mes calculs, et je pense qu'il faut qu'on double notre capacité de production d'énergie de transition décarbonée. Ah oui, alors ça, d'accord. Je vous jure que c'est vrai, authentique. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir, ça m'a fait quelque chose d'entendre son mea culpa, là, il y a 2 jours. Voilà, donc, ah oui, non, ça c'est sûr. Alors, transition de l'énergie décarbonée, bon, bah, c'est par exemple les barrages. Hein. Transition, c'est décarboné. Un barrage, ça dure 100, 200 ans, mais enfin, ça ne dure pas éternellement. Ah bah, le nucléaire? Ah oui. Oui, mais enfin, on va l'appeler plutôt énergie de transition décarbonée. D'accord. Et progressivement, on a commencé. Mais qu'est-ce qu'il a fallu se battre? Y compris sur la taxonomie, y compris sur le fait que la BI devait commencer à financer des... Vous n'imaginez pas le combat. Et progressivement, on l'a fait avancer. Et qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Leadership. C'est du leadership, y compris dans nos institutions. On n'a pas le temps de changer nos institutions. Elles sont ce qu'elles sont. On est dans un monde maintenant d'une brutalité qui vient de vous être décrit brillamment, qui est une réalité. C'est un fait. Alors on va baisser les bras? Certainement pas. On est ce qu'on est. Soyons fiers de ce que nous sommes. Nous avons bâti un système de gouvernance. Il est ce qu'il est. On n'est pas un État fédéral. On n'est pas les États-Unis d'Amérique, ni l'Empire à la Roosevelt ou à la McKinley. On n'est pas un empire russe à l'Alexandre II. On n'est pas un empire chinois à la Wu II. On n'est pas un empire turc à la Suleiman le Magnifique. On est ce qu'on est. On a bâti encore une fois un projet qui n'est absolument pas impérial, qui est un projet par rapport à notre histoire, parce que les empires, ils se portent par rapport à leur histoire. La nôtre, on a réglé nos problèmes avec nos empires, on a tous connu les empires, hein, tous. On a réglé les problèmes, tous. Parce que tous les pays européens ont eu aussi une période impériale, pratiquement tous. On l'a réglé. Mais on a maintenant un projet. Et ce projet, qui était un projet précisément de vivre ensemble, sur ces règles que je viens de dicter, de confiance, de vivre ensemble, et qu'il ne faut pas moquer. On n'est pas des naïfs. Croyez-moi, je ne suis pas naïf. Je suis tout sauf naïf. Et pourtant, j'étais un commissaire hyperactif. Et tout ce que j'ai fait, c'était non d'abord. Comme l'énergie nucléaire. Et bien, on le fait quand même, dans le cadre des traités. Il faut donc du leadership. Et c'est ce qu'il faut vraiment, que vous soyez vraiment mais conscients de ça. L'avenir va appartenir à ceux qui ont du leadership, à tous les niveaux. Parce que il faut bien remplacer la confiance par quelque chose. Le leadership, la confiance, c'est top-down. Ben, le leadership, ça doit être bottom-up. Et donc, c'est vous qui allez être des acteurs maintenant, indispensables de cette confiance qu'il faut rebâtir autrement. Je le dis avec beaucoup de sérieux, parce que c'est vraiment le moment dans lequel nous sommes. Alors oui, ils ont des logiques impériales. Bien sûr, ils font des rapports de force. Mais je ne suis pas naïf, je le sais bien tout ça. On a bâti, non pas de la régulation pour mettre des règles, comme les idiots utiles le disent. Et les idiots utiles, ce sont eux qui sont les petites mains de nos grands amis américains, les GAFA. Ah, en Europe, on régule, aux États-Unis, on innove. Ça va, c'est bon. Ça va, on respire un grand coup. C'est complètement idiot. Moi, quand j'ai fait 4 entreprises du CAC 40, j'ai toujours été le président directeur général, mais aussi le patron de la recherche. Primus inter pares. Ben, croyez-moi, jamais les règles m'ont empêché mes chercheurs d'avancer. Au contraire, ils demandaient, mais on peut aller où, chef? Jusqu'où on va? Les règles, c'est de l'innovation, elle a besoin aussi d'être encadrée. Ben, quand on conduit, on a des airbags, on a des clignotants, on a des carrosseries un peu plus sophistiquées. Est-ce que l'innovation qu'on a mis, est-ce que les régulations qu'on a mis pour protéger nos concitoyens, ça a bridé l'innovation? Il n'y a pas un secteur qui est plus innovant? Ben, dans l'aérien, oui. On n'est plus avec des lunettes et puis un casque en cuir. Hein. On a mis des tas de choses. Et alors? Oui, on a mis de la régulation. Ah bon? Et ça empêche d'innover? Ben non. L'innovation, c'est ce que les hommes, la régulation, c'est ce que les hommes mettent ensemble pour précisément faire d'un projet qui va émerger un projet d'intérêt général en respectant ce que nous sommes. Et jamais je n'ai rencontré, en ce qui me concerne, des problèmes pour développer et pousser les chercheurs dans les entreprises que j'ai dirigées parce qu'il y avait de la régulation. Jamais. Et au contraire, j'ai essayé de comprendre, d'anticiper où était cette régulation. Et pourquoi on a mis une régulation dans l'espace informationnel et que j'ai porté moi-même? Pour une raison très simple. Parce qu'au-delà en superposition de l'espace territorial et du marché intérieur, qui est l'un des grands éléments de notre force dans les rapports de force qu'on va utiliser, je vais y revenir dans un instant. On est 450 millions de consommateurs et 450 millions de concitoyens européens. On est 1,5 fois plus grand que les États-Unis d'Amérique. On a un marché numérique qui est 1,5 fois plus important que le marché américain. On est l'un des plus grands continents.
Les États-Unis, c'est un nain. Un grand nain, mais c'est un nain. 330 millions par rapport à 450 millions, c'est pas... Voilà. Et je le dis, j'adore les États-Unis, hein, j'ai tout fait aux États-Unis. Bon, en ce moment, je vais pas trop, mais j'ai créé ma première start-up à l'âge de 22 ans aux États-Unis. J'ai fait mon service militaire aux États-Unis. J'ai enseigné aux États-Unis. J'étais professeur à Harvard aux États-Unis. J'étais président directeur général de RCA. Je connais par cœur ce pays que j'aime beaucoup du reste, que j'adore, comme beaucoup d'entre nous. Mais voilà, c'est un très grand pays. Enfin, c'est 330 millions. On est 9 milliards hein, sur la planète, hein, par parenthèse. Hein. Je ne sais pas combien de temps 300 millions de personnes peuvent tenir 9 milliards. C'est un autre sujet, ça. Mais enfin, il faut aussi qu'on ait tout ça en tête. Hein. Bien sûr, 11 porte-avions nucléaires, d'accord. Combien de divisions, disait le pape? Aujourd'hui, c'est combien de porte-avions nucléaires? Bon. Mais pour revenir à notre sujet, donc nous, évidemment, dans notre projet, et je vais revenir ensuite à la régulation du numérique, dans notre projet, évidemment, il faut qu'on utilise des rapports de force. Le rapport de force, c'est aussi évidemment le marché intérieur qui est le nôtre, qui est ouvert, mais pour lesquels je me suis battu, moi, pour mettre ouvert, oui, mais à nos conditions. En Europe, on roule à droite. Ah oui, mais j'ai fait marquer mes voitures qui roulent à gauche. Bah oui, mais si tu veux le marché européen, tu les fais, tu changes le volant. Parce qu'en Europe, on roule à droite. Oui, on a des règles. On ouvre pour tout le monde, mais il faut que nos règles soient respectées. Et par parenthèse, ce marché, qui est complètement essentiel, notamment pour tous les acteurs du numérique. Alors oui, on est dépendant. Oui, on n'a pas encore de cloud. Oui, on a raté la vague des réseaux sociaux. Parce que tout simplement, on a raté la vague des données personnelles. Mais c'était pas de la rocket science, tout ça. Après, ça l'est devenu progressivement, parce qu'on a commencé à créer des données, les stocker, et on peut les utiliser. Enfin, pardon. Si jamais aujourd'hui, on dit, écoutez, ASML, vous arrêtez de vendre maintenant et de maintenir les robots EUV ASML, qui est le leader mondial, comme vous savez, de robots pour faire les semi-conducteurs. En 15 jours, toutes les usines de semi-conducteurs se ferment. Il n'y a plus de semi-conducteurs, ni aux États-Unis, ni même à Taïwan. Bon, on a aussi quelques goulets d'étranglement. On ne va pas non plus les mettre. Nous, on n'est pas un projet agressif. Mais quand on discute et qu'on doit faire des rapports de force, il faut mettre sur la table ce qu'on a précisément à offrir en termes de rapports de force. Un marché intérieur gigantesque qui permet précisément aux plus grandes entreprises du numérique américain, qui sont très innovantes, qui sont de formidables entreprises, de réaliser 30, 40, 50% de leurs profits. Si jamais on commence à restreindre un peu ces profits, vous allez voir les marchés, ça va faire très mal. Donc voilà, on a aussi, et la vie des acteurs économiques, c'est aussi de gérer du temps. On a les moyens, là encore une fois, si on exerce du leadership. Pas si on va se coucher comme on s'est couché dans un golfe au nord de l'Écosse il y a quelques mois pour accepter des droits de douane totalement déséquilibrés. Un deal, un deal totalement déséquilibré, avec en plus l'obligation d'acheter 750 milliards de dollars pendant 3 ans d'hydrocarbures, d'investir 600 milliards de dollars de plus que les 300 milliards qu'on investit par an aux États-Unis. Donc voilà. Le message que je vais vous donner, c'est qu'on a des éléments pour, encore une fois, établir ces rapports de force selon notre projet qui n'est pas un projet, encore une fois, de guerre. Nous avons un projet, nous, de paix, même si on est dans un monde, encore une fois, qui est de plus en plus brutal. Et donc, il faut tout simplement nous donner les moyens non seulement de continuer de poursuivre notre projet, y compris dans sa gouvernance, qui est encore une fois respectueuse de ce que nous sommes. Je ne suis pas pour une armée européenne, ça n'existera pas. C'est même pas vos enfants la verront. On n'en verra pas d'armée européenne. En revanche, travailler sur un pilier de l'OTAN européen qui pourra devenir plus autonome, où on sait faire de l'interopérabilité, oui. Faire en sorte que la dissuasion nucléaire commence à servir aussi un peu, tout en étant totalement maîtrisée par le président de la République française, à se servir comme plan B, sécurité, assurance, oui. Parce qu'évidemment, si jamais on ne fait pas ça, on sait ce qui se passe. Quand on dit, on dit par exemple à nos amis danois, mais attendez, achetez nos Rafales. Ah oui, on va acheter le Rafale parce que vraiment, ils veulent nous piquer le Groenland, là, oui, alors on va acheter le Rafale. Qu'est-ce qui se passe? Ils allaient signer, puis coup de fil de Washington. Vous voulez toujours la protection nucléaire? Non, parce qu'on a entendu dire que vous vouliez des Rafales, parce que l'arme nucléaire, elle est portée par le F-35, elle n'est pas portée par le Rafale. Ah oui, d'accord, non, mais très bien, merci, hein, vous recommencez pas. Voilà comment ça se passe. Donc il faut qu'on se mette, nous, en position de faire ces rapports de force.
Et on a beaucoup d'éléments. Mais encore une fois, pas de façon agressive. Revenons à la régulation du numérique. Le marché intérieur, il est ce qu'il est. Il est pour la libre circulation des hommes, des femmes, des produits, des services. Mais pas pour le numérique. On avait, lorsque je suis arrivé notamment à Bruxelles, 27 marchés du numérique différenciés. Ce qui explique qu'à l'horizon 2000, quand on a commencé à voir l'émergence des données personnelles, vous avez des jeunes qui étaient en première année, par exemple, à Harvard, de collège, qui ont dit bon, j'arrête et puis je fais un annuaire. Ça s'appelle Facebook. C'est pas de la rocket science, Facebook. Hein. Tout le monde peut le faire. Même un gamin de 18 ans qui est en première année de collège. Il l'a fait, il s'appelle Mark Zuckerberg. Et il a beaucoup de mérite. Enfin, c'est pas non plus un génie scientifique. Il n'a pas eu la médaille Field. Il a fait beaucoup d'autres choses. Il est très bon en marketing. C'est formidable. Et puis, il avait un marché de 330 millions de consommateurs, unifiés, parlant la même langue. Même régulation. Nous, c'est 27. C'était 27. Donc, impossible d'avoir la profondeur du marché intérieur numérique. Donc je me suis attelé à dire il faut que maintenant on ait un marché numérique enfin unifié au niveau européen pour offrir à nos entreprises la globalité de ce marché numérique. Un seul régulateur, une seule loi pour tous, une seule règle et la profondeur pour tout le monde. Parce que la révolution dans laquelle nous sommes entrés, vous le savez mieux que moi, c'est la révolution des données professionnelles maintenant, industrielles. Les données personnelles, c'est rien. C'est la vraie vague, elle est là. Les zettabytes de zettabytes, c'est là qu'on va les chercher. Or, il se trouve que nous sommes encore un continent industriel, plus que les États-Unis. À peu près au niveau que la Chine, un peu moins que la Chine, mais plus que les États-Unis, qui ont complètement perdu toute leur industrialisation. Donc nous, on génère énormément de données industrielles. Donc je voulais avoir la profondeur du marché pour qu'on puisse enfin commencer à développer précisément des applications, des usages avec cette profondeur et cette puissance. Et ça a été donc 5 piliers. Et je n'aime pas dire des piliers de régulation, c'est des piliers d'organisation. On a organisé notre marché intérieur numérique. Ça a été effectivement d'abord le DGA, Data Governance Act, c'est-à-dire dire que dans toutes les données, par exemple, que les entités publiques génèrent, à qui elles appartiennent, pour que précisément on puisse s'en servir, pour offrir des services particuliers, éventuellement entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc ça a été le DGA. Ensuite, on a fait le Data Act. Lorsqu'on génère des données d'un point de vue industriel, à qui ces données appartiennent? Lorsque je conduis mon véhicule, c'est 30 pétaoctets de données par jour. Alors on va le mettre dans le cloud, mais à qui elles appartiennent ces données? À moi, parce que je suis le conducteur? Au constructeur automobile, parce qu'il a fait la voiture, et puis à la société de maintenance? À la compagnie d'assurance? Donc on a donné des règles, pour qu'encore une fois, on ait ces règles qui permettent à l'innovation de prospérer, de se développer, sans risquer des class actions. Ensuite, on s'est dit, mais dans cet espace informationnel, on passe 3, 4, 5, 6, 7 heures, 8 heures par jour, maintenant, dans cet espace informationnel. Nos enfants, hélas, pour certains d'entre eux, encore plus. Et il n'y a pas de loi. Donc comment on fait pour transposer les lois qu'on a bâties au cours des siècles passés dans l'espace physique, pour les monter tranquillement et de façon la plus harmonieuse dans l'espace informationnel? Parce que dans l'espace physique, on n'a pas le droit de dire, de proférer des propos antisémites. On n'a pas le droit de faire des apologies du terrorisme. On n'a pas le droit d'humilier quelqu'un ou de le harceler. Eh bien, on a transposé ça dans l'espace physique, dans l'espace numérique. Ni plus ni moins. Et puis, comme il y a une dimension supplémentaire, c'est la dimension algorithmique, qui peut pousser évidemment des données et qui peut pousser un certain nombre de messages. On a dit qu'on voulait la transparence. Parce que nous, pour nous, la démocratie, c'est important. Donc, on veut la transparence des algorithmes. Et puis après ça, on a créé le DMA. Le DMA, c'est le Digital Market Act, et qui donne des règles de concurrence, comme on les a dans l'espace physique, voilà, pour éviter les monopoles, pour éviter l'éviction, pour faire en sorte qu'il y ait une libre concurrence. Et puis enfin, les AI Act, qui est une régulation qui est basée uniquement sur le risque. Donc on a identifié 5 niveaux de risque pour les applications à usage systémique, c'est-à-dire... Donc tout ça, c'est pour des applications systémiques. Hein. C'est parce que comme on est le plus grand marché numérique du monde, une fois et demi plus grand que les États-Unis, quand on a une certaine taille, si jamais on a un biais, ça peut créer des effets délétères. C'est un peu comme pour les banques. Donc c'est pour ça que ces régulations, elles s'est appliquées à des plateformes systémiques que nous avons qualifiées comme ayant plus de 10% de la population européenne comme client. C'est d'où le chiffre magique de 45 millions. Et donc, si je vous dis ça, c'est qu'on a enfin bâti les bases
d'un espace informationnel, qui est un espace informationnel qui se superpose à l'espace physique, et qui nous permet deux choses. D'abord, d'avoir enfin la profondeur du marché. Une seule loi, une seule règle pour tous, ce sont des directives. Au niveau européen, on peut soit proposer des directives, soit proposer des règlements. Ce sont des règlements, pardon. Les règlements, ce sont des lois. Alors attention, ce n'est pas la Commission qui le décrète. La Commission, elle ne fait qu'écrire les textes. C'était moi qui l'ai fait avec mes équipes. Mais on les propose. Ceux qui votent ensuite les lois, c'est le Parlement européen qui est élu, et c'est le Conseil européen qui est également élu et qui concerne. Dans le Conseil européen, c'est l'ensemble des 27 États membres, représentés par les chefs d'État. C'est le Sénat, c'est notre Sénat, au niveau continental. Et le Parlement européen, c'est le Parlement, donc, et c'est eux qui font les lois. Ils s'emparent des textes, ils les modifient, ils mettent des amendements, ils le votent. Mais ce n'est pas la Commission. C'est toujours notre processus démocratique qui vote les lois, et toutes les lois, ou les directives, ou les réglementations que vous spillez à juste titre, parce qu'il y en a trop, il faut sans doute qu'on les nettoie, comme beaucoup, c'est une évidence. Mais elles ont toutes été votées selon un processus démocratique. Toutes. Il n'y en a aucune qui est sortie d'un petit homme en costume gris de Bruxelles. Aucune. Ça a tout suivi un processus démocratique. On est une grande démocratie continentale. Et on a aujourd'hui, ces lois, les 5 dont je parle, elles ont été votées à 90% par les députés. Vous vous rendez compte ? 90%, c'est les lois qui ont eu le plus grand soutien dans toute l'histoire institutionnelle européenne en 70 ans. Ça veut donc dire tout parti confondu. Quand j'en vois certains qui disent « Oh là là, mais c'est la liberté d'expression, etc. » Bon, ils ont oublié qu'ils ont voté. Enfin bon. Et 27 États membres sur 27. Et alors pourquoi aujourd'hui il y a un peu de tension avec mes amis américains ? Parce qu'évidemment, d'abord, si jamais on n'applique pas ces lois, il y a des sanctions. Mais moi, quand j'étais régulateur, j'ai jamais voulu appliquer des sanctions. Mon rôle, c'était de faire en sorte qu'on respecte le code de la route. C'est pas de mettre des amendes ou de flasher. Mon rôle, c'était de faire en sorte que, précisément, nos enfants soient protégés, nos processus démocratiques le soient également, nos concitoyens aussi, qu'il y ait une concurrence libre qui permette l'innovation. Enfin, voilà, c'est pas fait contre personne, c'est fait pour nous. Et effectivement, et j'ai expliqué à chacun d'entre eux ses obligations et tout s'est bien passé. Quand Trump est arrivé, il y a eu des rapports de force, ça a un peu changé, bon, très bien. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis posé la question pourquoi ? Parce qu'au fond, tous, et ça se retrouve du reste sur les réseaux, m'ont toujours tous dit mais non, mais on est tout à fait d'accord, c'est bien, et de toute façon on le respecte. C'est un marché de 450 millions, il est autonome, il est libre. Si c'est les règles, bien sûr qu'on va les appliquer, on va pas s'amuser à les changer, tous. Mais le problème, c'est que depuis 20 ans, ils s'étaient habitués, eux, à la fragmentation de notre marché intérieur. Ils sont tous, finalement, ils se sont assez satisfaits, ils se sont organisés. Moyens gigantesques, certes. Les 7 fantastiques, ils ont vraiment les moyens. Mais, au fond, ils se sont accommodés de ce marché, qui est un marché qui ne nous permet pas d'avoir de l'innovation au niveau où on devrait l'avoir au niveau européen, parce qu'encore une fois, on n'a pas la profondeur qu'on devrait avoir et qui correspond à nos 450 millions de concitoyens et aux millions d'entreprises. Donc cette fragmentation, quelque part, ça leur était utile. Donc, venir à un marché global, ça veut dire automatiquement, enfin, les entreprises européennes vont pouvoir émerger, pour peu qu'on leur donne effectivement les moyens d'avoir les financements. Et c'est tout le sujet sur lequel je me bats beaucoup, c'est Capital Union Market, c'est-à-dire d'avoir enfin un système, là aussi, aux côtés d'un marché numérique unifié, un marché financier intégré. Il ne l'est pas encore, et c'est un combat qu'il faut mener le plus rapidement possible pour éviter que notre épargne, 300 milliards par an d'épargne européenne, aille s'investir aux États-Unis et finance finalement l'économie, le développement, les technologies américaines. Et je rappelle que ces 300 milliards, après l'accord de Triborough, là, au nord du Mexique, au nord de l'Écosse, c'est devenu 500 milliards par an que Donald Trump attend que nous, les vassaux donc, pour financer quoi ? Les guerres de l'Empire, on aille fournir aux États-Unis pour financer le déficit et pour financer l'innovation. Moi, je préfère qu'on finance notre déficit, bon, ok, mais notre innovation, c'est certain. Donc si je fais un résumé de ce panorama un peu holistique que je vous ai peint, c'est pour vous dire que, ce monde qu'on vous a décrit toute la journée et qu'il faut prendre en compte, vous parlez des risques, c'est votre métier,
Il faut le prendre parce que précisément, à partir du moment où on n'a plus de règles, où les règles sont celles du rapport de force, ben bon courage pour évaluer les risques. Hein. Bon courage pour ceux qui rapportent au conseil d'administration et qui disent bah, j'ai fait les risques, j'ai fait mes scénarios. Hein. Parce que avant c'était simple, bon ils ne respectent pas, je vais me plaindre à l'OMC, je vais porter plainte à l'OMC, etc. Aujourd'hui l'OMC ça n'existe plus. Donc nous on est les derniers des Mohicans à respecter encore une fois les règles de commerce international. Avec les Chinois parce que ça les arrange bien. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut évidemment que désormais on en revienne encore une fois à ces fondamentaux. Moi je vais vous dire, dans des situations comme celle-ci, si j'étais à votre place, je l'étais d'une certaine façon, hein. D'abord, vraiment, j'augmenterai au maximum la ligne managériale et la responsabilisation et le leadership. Il faut vraiment, c'est le moment, je le redis, mais vraiment, c'est le moment du leadership, plus que jamais. Le leadership, ça veut dire précisément avoir, dans tous les niveaux de la chaîne, des personnes qui peuvent prendre les décisions dans le sens de l'intérêt général et qui n'attendent pas que les trains passent, parce que si on attend que les trains passent, on sait à ce moment-là ce qui nous arrive, on est mort. Deuxièmement, sur l'ensemble des éléments que vous avez à traiter, en particulier pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des technologies de l'information et d'une façon plus générale de la donnée, il y a évidemment le fait que les données deviennent un enjeu absolument essentiel. Donc, pour nous, évidemment, pour les États, on vient d'en parler, pour créer de la valeur, bien entendu, mais aussi, bien sûr, beaucoup pour les entreprises, parce que c'est leur patrimoine informationnel, c'est leur histoire, c'est leur culture, c'est le savoir-faire, et donc il faut les protéger. Donc là encore, on est effectivement très dépendant. Alors, pas des États-Unis sur les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, je le redis, hein, les semi-conducteurs, le meilleur centre de recherche de semi-conducteurs du monde, il est à 60 km à l'ouest de Bruxelles. Il s'appelle IMEC. IMEC, c'est le plus grand centre de recherche mondial en semi-conducteurs. 104 pays vivants. Il n'y a pas un fabricant de semi-conducteurs qui n'envoie pas ses ingénieurs à IMEC plusieurs mois par an pour se former sur les innovations. Je me suis battu beaucoup pour qu'on ait les premières lignes pilotes sous 2 nanomètres. Et on a maintenant, pour IMEC, une ligne pilote à 1,8 nanomètres, la plus avancée du monde, pour que précisément on se forme. Et on forme, nous, Européens, ceux qui vont développer les usines et le savoir-faire à Taïwan, aux États-Unis, que ce soit en Floride, au Texas ou dans le Nevada, chez nous, autour de Grenoble ou de Dresde, il faut le savoir. Donc on peut se plaindre, on peut se lamenter, ça fait partie de nos atouts. Dans le quantique, pardon, mais on n'a pas à rougir du tout. Nos prix Nobel, y compris Alain Aspect, avec qui j'ai beaucoup travaillé moi aussi, ce sont des Européens et aussi pas mal de Français. Je dis pas ça pour dire voilà, c'est formidable. Non, je veux dire qu'on est dans un moment où il faut aussi se dire que dans cette logique de rapport de force, et que vous avez vous aussi à gérer à votre niveau, on a aussi des atouts. Et pour conclure, sur les données, oui, bien sûr, on va continuer à utiliser ce qu'on nous offre, sans naïveté. Certaines des données, elles peuvent être dans des clouds qui ne sont pas sécurisés ou localisés en Europe. D'autres doivent être impérativement localisés en Europe. Impérativement. Donc il faut faire cette dichotomie. Et on a aujourd'hui des outils, soit avec des fournisseurs qui sont des fournisseurs qu'européens, soit avec des outils qui sont fournis désormais. Moi, je me suis beaucoup battu. Je me souviens, par exemple, avec Google, pour avoir... mes clients voulaient du TensorFlow. Bon, très bien, du TensorFlow, on leur a mis, mais on a fait des data centers qui étaient totalement sécurisés, hermétiques, dans lesquels personne ne pouvait aller, sauf nous. Voilà, on peut faire les choses, encore une fois, et je finirai par là. Non pas pour qu'on recrée tout ce qui a fondé les progrès de l'humanité. Le monde est ce qu'il est. Il y a des géographies où on est meilleur que d'autres. Nous, on est meilleurs en ingénierie et en recherche en matière de semi-conducteurs, les meilleurs du monde. C'est ce que je vous dis, c'est la réalité. Et le packaging, c'est important. Et les applications, la proximité des applications par rapport aux lignes pilotes, c'est important. Derrière, il faut les investissements. D'où le capital human market. Donc on sait ce qu'on a à faire. Derrière, si jamais
on n'est pas capable d'exercer de façon assez libre des logiques de rapport de force dans le cadre de nos institutions. Je le redis, je viens d'écrire un article que je vous invite à lire, je vais faire de la publicité, il est sorti ce matin dans l'Express, sur nos institutions européennes. Qu'est-ce qui se passe si jamais on ne respecte pas la gouvernance de nos institutions européennes? L'Europe risque effectivement de s'affaiblir et de s'effondrer. Mais on ne va pas transformer nos institutions européennes aujourd'hui, alors qu'on est au milieu de la tempête et qu'il faudra 5 ans pour le faire. On est au milieu d'une tempête. Quand on arrivera au port, il sera bien temps de se poser la question s'il faut maintenir l'unanimité, si la règle de la majorité des 2/3 suffit pour certaines décisions. On se posera ces questions. Mais pour l'instant, on n'a pas le temps de se les poser. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi qui parcours l'Europe, je vois quand même pas mal d'hommes et de femmes qui sont prêtes et qui sont prêts à se lever, à prendre le flambeau et à dire on y va. Et l'histoire nous apprend que c'est dans ces moments-là, quand on a l'impression vraiment d'être au fond du fond, en tout cas pour la France, on a toujours su se relever. Merci.